Bonjour à tous et joyeuses fêtes de fin d'année. La plupart d'entre vous seront sans doute surpris que je fasse une vidéo dans ce style-là sur un jeu vidéo plutôt qu'un dessin animé, mais certains se souviendront peut-être qu'en fait j'en avais fait une aussi l'an dernier sur un jeu que j'aime beaucoup qui s'intitulait Medieval. L'an dernier, j'avais qualifié ma vidéo de Let's Play. On m'a fait savoir dans un commentaire que ce n'était pas le terme exact et que, en fait, la dénomination la plus adéquate pour ce que je vais faire est plutôt walkthrough, dans la mesure où je ne découvre pas le jeu en même temps que vous, mais je vous fais découvrir le jeu en tant qu'expert. J'ai toujours cru que walkthrough désignait des vidéos non commentées, effectivement réalisées par des gens qui connaissent déjà le jeu dans le but de le montrer aux gens, mais de façon à ce que les images parlent d'elles-mêmes. Et puisque walkthrough désigne toute vidéo de commentaires ou sans commentaires, mais réalisée par un expert à destination de spectateurs novices, eh bien cette vidéo sera un walkthrough sur un jeu que j'aime beaucoup aussi, Klonoa. L'an dernier, il m'avait été reproché de ne pas sauvegarder. Cette fois-ci, je sauvegarderai. Alors, pas uniquement pour faire plaisir au commentateur qui me l'a demandé, encore que, mais parce que, dans ce jeu, il y a un niveau bonus à la fin du dernier niveau, qui n'est accessible que si on est en mesure de sauvegarder sa partie à la fin. Alors, le nom que je vais choisir va peut-être vous paraître un petit peu étrange, mais ça prendra tout son sens à la fin. Je suis désolé, il y a un petit problème avec la manette. Ah voilà. Alors ce nom est-il correct? Pas tout à fait, mais on va dire que oui. Alors, comme vous pouvez le constater, les commandes de ce jeu sont très simples. Un bouton pour sauter, un bouton pour tirer, vous avez même le choix. Et je vais vous laisser profiter de la cinématique. Alors, il faut tout de même savoir que Klonoa est un jeu pour enfants. À ce titre, il n'est pas très compliqué et son scénario n'est pas très compliqué non plus. Malgré ça, le scénario est, comment dirais-je, étrangement poétique. Et beaucoup de choses sont à prendre sous l'angle métaphorique. De plus, la fin est triste, comme vous allez le voir. Voici notre héros, Klonoa, qui est un chat. Un chat avec de grandes oreilles qui lui permettent de planer, comme nous allons le voir. Mais il a également un énorme collier, un short, vous allez le voir sur le plan suivant, et, à partir de cette cinématique, un anneau. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais Klonoa vient de parler. Les personnages de ce jeu parlent en gromelot, qui ne sont pas forcément toujours cohérents d'une cinématique à l'autre, c'est-à-dire que un même mot pourra se dire différemment dans un cas par rapport au suivant. Alors ne vous inquiétez pas, les gromelots ici ne sont pas sous-titrés, mais ils le seront dans la plupart des cinématiques. De manière générale, il n'y a que 3 cinématiques qui sont comme ça en full motion vidéo. Toutes les autres sont réalisées avec le moteur du jeu et ont des dialogues sous-titrés dont on peut régler la vitesse. Moi je vous les laisserai lire. Si c'est trop rapide pour vous, vous pourrez toujours mettre la vidéo en pause. L'arme de Klonoa est un anneau qui renferme son sidekick, Yupo, et qui tire des lasers, des lasers qui sont ou ne sont pas Yupo lui-même, mais en tout cas ils ont pour effet de gonfler les ennemis pour que Klonoa les mette sur sa tête. Comme vous pouvez le voir, le jeu est un jeu de plateforme en 2D avec une perspective, c'est-à-dire qu'il y a des objets, tels que cette coquille d'œuf qu'on va voir là-bas, qui se trouvent à l'arrière-plan et sur laquelle on peut tirer en tirant vers l'arrière-plan avec un monstre. Ici des gros monstres rouges gonflés d'air.
Comme vous pouvez également le constater, il y a des cristaux. Le cristal vert est l'unité de base, un cristal bleu compte 5 cristaux, et il y a un équivalent 150 cristaux verts par niveau. Au bout de 100 cristaux, on obtient une vie, et il y en a donc 50 supplémentaires par niveau, en plus des 100 nécessaires à avoir la vie. Comme vous avez pu aussi le voir, il y a des bulles. Ces bulles peuvent renfermer soit une horloge, auquel cas ce sont des checkpoints, soit des prisonniers. Alors il y en a une tout à l'heure. Je vous dis que ce sont des prisonniers. Vous avez vu des bulles avec un logo à l'intérieur, qui est le logo de la région, qui est ici le village Éole. Mais en fait, ces bulles contiennent des prisonniers, regardez. Voilà, vous avez vu, on a vu un personnage dans le même style que Klonoa sortir. Je vais revenir un petit peu en arrière pour vous montrer quelque chose que vous a peut-être manqué, qui était une grande statue, dont on va nous parler dans la prochaine cinématique. Et si vous ne l'avez pas vue, vous me reprocherez de ne pas m'être arrêté devant. Voici la fameuse statue. Je continue le niveau. Alors, vous me trouvez peut-être un peu gauche avec les contrôles, c'est simplement parce que je joue avec une manette à laquelle je ne suis pas habitué, qui est en fait, pour ceux qui ont vu ma petite vidéo publicitaire sur New and Tasty, la fameuse manette pourrie avec laquelle j'ai joué à New and Tasty, et dont le joystick est pourri. Ici, je ne joue pas avec le joystick, mais avec la croix directionnelle qui se trouve sous le joystick. Mais comme je ne suis pas habitué à avoir le pouce plus proche de moi que celui de l'autre main, et ben j'ai un peu de mal. Ça devrait passer avec le temps. Alors comme vous le voyez, avoir un ennemi sur sa tête permet soit de tirer sur un autre ennemi, soit de faire un double saut, comme je vais le faire ici. Ce qui permet d'atteindre des hauteurs un petit peu plus élevées en altitude. Et je vous laisse profiter de la cinématique. Oui, Klonoa n'est pas le seul à avoir un caractère design un petit peu fantaisiste. Et donc vous êtes en mesure de dire que oui, vous l'avez aperçu grâce à moi qui me suis arrêté devant. Spoiler non, car le royaume lune n'est pas dans le ciel. Enfin pas encore. Oui, à la base vous deviez aller sur le lieu d'un crash. Vous avez de la chance que les gens sur place vont vous attendre patiemment jusqu'à ce que vous arriviez, quel que soit le temps que vous mettiez à arriver. Donc vous voyez, il faut fréquemment utiliser le double saut pour atteindre des hauteurs inatteignables sinon. Il y a des ennemis comme ceux-là qui sont invincibles. Comme vous le constatez, si j'essaie de tirer dessus, ça fait un bruit un peu indéfinissable. Mais ces ennemis sont invincibles. Alors, vous observez des petites sphères jaunes, enfin dorées, qui tournent autour de ces ennemis, qui sont sans doute à l'origine de leur invincibilité. Mais quel que soit le moment de la séquence de mouvement de ces ennemis où vous leur tirez dessus, ils resteront invincibles. Donc c'est uniquement quelque chose de graphique. Il y a d'autres ennemis qui auront une protection similaire à celle-là, mais qui seront vulnérables sans. Cela, ce n'est pas le cas. Alors, ces items en forme de pièces sont des vies. Vous avez vu que je viens de gagner 2 vies. Une grâce à cet item, et une simplement grâce au fait que j'ai gagné 100 pièces. Comme je vous l'ai dit, il y a 150 pièces par niveau. À 3 exceptions près, je vous en parlerai plus tard. Dans la plupart des niveaux, on trouve des fées comme celle-là. Les activer double la valeur des cristaux pendant toute la période d'activité de la fée. Les 150 cristaux du niveau prennent en compte le fait que certains comptent double pendant un moment. Et le fait que certains niveaux contiennent théoriquement plus que 150 cristaux tient en partie au fait que il y a une certaine souplesse
dans la distance qu'on peut parcourir pendant que la fée est activée. Une fois libérés, les prisonniers chantent une chanson. La mélodie de cette chanson ne sera complète que lorsque j'aurai libéré tous les prisonniers, qui sont au nombre de 6 par niveau dans 12 niveaux. 6 x 12, 72. Les niveaux 1-2, 5-2 et 6-2 contiennent théoriquement plus que 150 cristaux. Dans le niveau 1-2, on peut effectivement obtenir plus que 150 cristaux. Je vais vous montrer. Alors c'est pas tout de suite. Alors comme vous voyez, il y a une petite fée ici. Comme beaucoup de jeux de cette époque, Klonoa combine dextérité et stratégie. C'est-à-dire que pour avoir tous les cristaux pendant la période d'activité de la fée, il faut agir selon un ordre stratégique, comme je viens de le faire. Mais il y a une certaine souplesse dans ça, c'est-à-dire que si on a beaucoup de dextérité et peu de stratégie, on peut arriver à des résultats aussi bons qu'avec beaucoup de stratégie et peu de dextérité. L'idéal étant bien sûr d'avoir un maximum de stratégie et un maximum de dextérité. Quand je dis stratégie, je veux dire dans quel ordre utiliser les ennemis, dans quel ordre essayer d'avoir les cristaux pour avoir le moins de distance à parcourir, puisque comme vous l'avez vu, la période d'activité de la fée est assez courte. Alors, vous aurez sans doute constaté que Klonoa peut planer. Lorsqu'il plane, il finit sa séquence de planage avec un petit rebond. Ce rebond peut être utile pour accéder à certaines plateformes inaccessibles sinon, mais il peut aussi être problématique dans la mesure où, si on saute trop tôt, par exemple dans cette séquence-là avec un wagonnaire, on peut manquer le dernier cristal de la séquence de 3, simplement parce que le petit rebond suffit à faire passer Klonoa au-dessus du dernier cristal. Alors là, ça n'a pas été le cas parce que j'ai été suffisamment doué. Mais ce genre de choses peut se produire sinon. Je vous ai dit que c'était un jeu qui n'était pas très compliqué. Alors, il ne l'est pas si on cherche simplement à finir les niveaux. En revanche, si on cherche à avoir tous les cristaux, c'est un petit peu plus compliqué. En particulier, donc, il y a cette histoire de fée qui rend les choses un petit peu plus difficiles. Et puis, il y a aussi le fait que certains objets sont cachés. Comme vous allez le voir, certains œufs sont invisibles et on ne peut voir que leur ombre. Vous allez voir plus tard. Pour l'instant, voyons le fait que dans ce niveau, il y a plus que 150 cristaux. Les programmeurs ne prévoient pas qu'on profite du temps d'invincibilité après un choc. Je vous explique. En fait, ces monstres qui sont plus gros que la moyenne contiennent des cristaux. Lorsqu'on les détruit, des cristaux sortent. Ces cristaux ne persistent pas dans le temps, ils finissent par disparaître. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est activer la fée, récupérer ça, et ensuite aller détruire le gros monstre pour récupérer ces cristaux. Alors, si j'avais eu davantage de dextérité, j'aurais pu récupérer quelques cristaux pendant la période où la fée était encore active. Là, ça n'a pas été le cas. Mais donc, tout ça signifie que il y a plus que 150 cristaux dans ce niveau-là. Donc si vous voulez des cristaux supplémentaires, vous savez comment vous y prendre. Il faut juste acquérir suffisamment de dextérité. Ici, je ne le refais pas, parce que de toute façon, j'aurai les 150 cristaux dans le niveau. Là, c'était juste des cristaux supplémentaires que j'essayais d'obtenir en jouant sur une faille de programmation. Mais du point de vue de la propreté du compteur de cristaux, il vaut mieux que je les obtienne pas. Comme ça, on aura bien un compteur de cristaux qui finira le niveau soit à 50, soit à 0. Alors, vous voyez cette ombre? C'est l'ombre d'un œuf. Un œuf qui est invisible. Tout le jeu sera de repérer les œufs invisibles dans les différents niveaux. Je trouve que c'est un jeu qui profite beaucoup de cette capacité de la PlayStation à faire des graphismes comme ça en 3 dimensions, mais pour un gameplay généralement en 2 dimensions. Vous voyez que les niveaux ne sont pas linéaires en ce sens que on voit en arrière-plan les endroits où on se retrouvera par la suite un petit peu comme... justement pas comme dans l'Odyssée d'Abe. Dans l'Odyssée d'Abe, on voit des arrière-plans auxquels on peut accéder grâce à des puits ou grâce à des portes. Mais là, ce sont des arrière-plans qui peuvent être parfois, excusez-moi, en parfaite continuité avec l'avant-plan.
et simplement être en arrière-plan à un moment donné parce que le décor tourne, comme là par exemple. Vous voyez par exemple cette plateforme, on la voyait en arrière-plan tout à l'heure. Alors là vous voyez mon compteur est à 0 parce que j'ai complété les 50 du niveau précédent et obtenu une vie, et ensuite récupéré 100 cristaux supplémentaires, pour un total de 150. Comme je vous l'ai dit, les niveaux contiennent, de manière générale, 150 cristaux. Les deux autres niveaux contenant théoriquement plus de cristaux que les 150 prévus par les programmeurs, ce sont des cristaux qui ne sont que théoriques. On ne peut pas y accéder. Vous allez voir quand on y sera. Donc ce sont les niveaux, comme je vous disais, 5.2 et 6.2. Vous voyez l'ombre? Regardez mieux. Vous l'avez vu? Non. Elle était là. Les œufs peuvent contenir n'importe quoi. Les bulles ne peuvent contenir que des prisonniers ou des checkpoints. Mais les œufs peuvent contenir donc soit une vie, soit un prisonnier, soit des cristaux. Par contre, pas un checkpoint. Ceci n'est absolument pas un écran de chargement. Nous allons arriver au premier boss. Ce jeu fonctionne un peu comme les Sonic. Les niveaux vont par deux et il y a un boss à la fin de chaque deuxième niveau du couple de niveaux. Regardez la tronche de ce méchant. Elle m'a toujours mystifié quand j'étais petit. Vous voyez, c'est un espèce de type dont on voit le menton, mais qui a un énorme masque d'oiseau. Ah, ça c'est amusant parce que moi, quand j'étais petit, je jouais sur une version de test qui était parfaitement aboutie du point de vue du gameplay et des graphismes, mais qui contenait un certain nombre de coquilles dans le texte. Et en particulier, je croyais que le fait que Joka parlait en anglais était une coquille du texte, apparemment non. N'oubliez pas que c'est un jeu pour enfants, on nous donne des indices gros comme ça. Que son point faible est son dos. Alors, ce qui est amusant avec les boss de Klonoa, c'est que leur séquence d'attaque est aléatoire, c'est-à-dire que d'une fois sur l'autre, il va pas vous lancer les mêmes attaques dans le même ordre. Les attaques elles-mêmes sont évidemment déterministes puisqu'elles sont conçues dans le programme du jeu, mais l'ordre dans lequel il les lance est aléatoire. Ah, trop tard. Ce qui est amusant avec ce boss, c'est qu'il faut pas essayer de l'avoir tout de suite. Comme ça. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, il se retourne après une attaque, mais il semble ne se retourner que si on est suffisamment près de son dos actuellement. Toujours est-il que je l'ai battu. Wanyu mani waryu. Wanyu mani? Wawafu samti.
山軽くマニューワリューワフルマニュワフルマニュワフルワフルナムラ Parle d'une explication. ワムガルバミュルフルムレコワフクロパルティフォロマニアパパ C'est bien quand il considère son petit-fils comme de la chair à canon. Enfin, ça se justifie étant donné la révélation finale, mais enfin, quand même. Donc vous voyez, la mélodie se complète au fur et à mesure que les prisonniers s'accumulent. Nous étions au village Éole. Nous voici maintenant dans la forêt de Forlock. Ah, Das Baumdorf. C'est marrant, ça aussi je pensais que c'était une coquille. Que le nom de certains niveaux soit dans d'autres langues. En l'occurrence en allemand. Bon, pour ceux qui parlent pas allemand, Das Baumdorf ça veut dire le village arbre. Vous voyez ces ennemis à bouclier, hein. Ils sont similaires en tout point aux ennemis jaunes à bouclier qu'on a vu au début. Hein. C'est juste qu'ils ont une pointe dans le bouclier, mais je crois pas que cette pointe soit vraiment fonctionnelle à quelque niveau que ce soit. Peut-être que la hitbox de ces ennemis est plus large, mais fondamentalement ça change rien. Alors quand j'étais petit, je donnais des noms aux ennemis, hein, en fonction de ceux qu'ils m'évoquaient. Ceux-là, je les appelais des souris, à cause de leurs oreilles. Ceux-là, des hélicoptères. Bon, ça paraît un petit peu moins arbitraire. Et les prisonniers de cette zone, donc les habitants de Forlock, je les appelais des abeilles. Enfin, qui ressemblent à tous sauf à des abeilles. Ceux-là, je les appelais des ouvriers. À cause de... Je sais pas en fait. La façon dont... Comment la combinaison de couleurs avec laquelle ils ont été designés me faisait penser qu'ils avaient un espèce d'uniforme d'ouvrier. Mais... je suis incapable de comprendre pourquoi je pensais ça. Alors là, vous voyez, il ne faut surtout pas oublier que les gros monstres contiennent des cristaux. Il ne faut pas l'oublier parce que sinon on a vite fait d'oublier qu'on peut profiter de ces cristaux pendant que la fée est activée. Alors, comme je le disais, je trouve que c'est un jeu qui a bien su tirer parti du côté 2D avec perspective. Vous voyez, une souris. Vous voyez ces monstres avec une armure orange, ils sont invincibles tant que l'armure orange est fermée, et vulnérables à une fois qu'ils souffrent. Là, de la même façon que tout à l'heure, j'ai le choix entre repasser par la porte ou simplement faire comme ça. Alors maintenant, je vais vous présenter un autre mécanisme du jeu qu'il faut impérativement apprendre à maîtriser, c'est-à-dire le triple saut, en utilisant deux ennemis espacés en altitude. Voilà, vous voyez, c'est notamment dans le niveau bonus à la fin du jeu que la maîtrise de cette technique sera absolument nécessaire. Et bah oui, j'appelais ça des abeilles. Un peu comme dans Zelda, des clés universelles mais qui marchent qu'une fois. Ce qui me plaisait beaucoup aussi dans ce jeu, c'est que la mélodie de la musique ne change pas selon qu'on est en intérieur ou en extérieur, mais l'instrumentation change.
Un peu comme si on entendait la même musique, mais de lieux différents. Comme si elle était un peu plus étouffée, là, qu'on entendait mieux les sons graves. Ça me plaisait beaucoup. Là, vous voyez, il y a 2 œufs, un qui bouge, un qui bouge pas. Évidemment, celui qui bouge pas contient quelque chose d'inutile, c'est-à-dire un cœur. Celui qui bouge contient un prisonnier, il me semble. Ouais, tout à fait. On va quand même prendre le cœur. Donc vous avez vu qu'il y avait 2 types de cœurs, les roses et les jaunes. Les jaunes restaurent plus de vie. Vous avez vu qu'on a 6 points de vie. 3 gros cœurs qui sont chacun en fait la réunion de 2 petits cœurs. Alors ceux-là, je les appelle des lapins. À cause de la forme de leurs oreilles, j'imagine, et à cause de leur couleur. Alors, est-ce que vous voyez l'ombre? Elle est là. Alors, ils sont invincibles s'ils sont face bouclier, mais en leur tirant dessus lorsqu'ils ont leur bouclier face à nous, on peut les repousser, donc on peut les pousser dans le vide en gros. Je vais tout de même aller activer le checkpoint. J'avais pas voulu le faire parce que... Oui, vous ne l'avez peut-être pas remarqué parce que j'ai pas essayé, mais les œufs ne peuvent être détruits qu'avec un ennemi. Les bulles peuvent être détruites avec le laser de base. J'aime bien avoir un ennemi dans ce genre de séquence pour pouvoir me rattraper avec un double saut. Le double saut est plus utile au quotidien que le fait de pouvoir planer. Je dis planage, je sais pas si c'est tout à fait français de dire ça. Alors comme vous pouvez le voir, même si je voulais passer avec un ennemi ici, je ne pourrais pas. Il y a des corniches qui sont trop étroites pour passer avec un ennemi. Toutefois, si le rétrécissement est suffisamment progressif, vous pouvez passer avec un ennemi, car les ennemis sont élastiques. Vous le verrez notamment dans le niveau suivant, j'allais dire l'épisode suivant. Des formations pas professionnelles, puisque c'est pas ma profession, mais des formations amatrices. Alors, une séquence où il faut être rapide. J'ai essayé pendant des années d'avoir ces 3 cristaux avec la fée activée, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas prévu pour, comme vous pouvez le voir, mon compteur est à 50, ce qui signifie que j'ai bien eu les 150 cristaux du niveau. Non, 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 on voulait s'arrêter là. Vous voyez, les personnages donnent l'impression de ne pas parler la même langue. Les onomatopées ne sont pas les mêmes selon que c'est Hyupo, Clonoa ou ce garde qui parle. Aquatique peut-être. Oui, bon, enfin, t'en as trop dit ou pas assez, mon gars? Généralement, les 2 niveaux d'un couple se passent dans la même région. Ici, ce n'est pas le cas. Le deuxième niveau du deuxième couple de niveaux se passe à Cruche, le royaume aquatique. Enfin, dans la version test que j'avais, ils appelaient pas ça le royaume aquatique puisque le nom de la région était aussi en allemand. On va voir si c'est aussi le cas ici, du coup. Ah bah oui, Der Königreich von Krug. Le royaume de Cruche. König voulant dire roi. C'est marrant. Alors, est-ce que c'était vraiment prévu comme ça, ou est-ce que c'est parce que le testeur a pas fait son boulot? Si c'est le cas, je connais peut-être le coupable, puisque je l'ai eu des mains de quelqu'un qui arrondissait ses fins de mois en faisant ça, justement. En testant des
des versions prédéfinitives de jeux vidéo. Oui, donc voilà pourquoi la forêt est mourante. Parce que elle n'est plus très bien desservie parce que la cascade coule dans l'autre sens. Maintenant que j'y pense, le fait que le nom de la région soit en allemand fait que le nom du roi est peut-être un petit peu de mauvais goût. Vous verrez. Vous voyez, ceci était une zone secrète. Alors secrète est à prendre au second degré puisque... Alors les verts je les appelais les poissons volants. Les roses je les appelais les pieuvres. Alors ça ressemble à tout sauf à des pieuvres. Mais je sais pas, c'est sans doute le fait qu'ils avaient une grosse tête et qu'ils étaient roses qui me faisait les appeler des pieuvres. Alors comme vous pouvez le constater, les monstres dégonflés n'ont pas la même tronche que les monstres gonflés. Même s'ils sont de la même espèce, c'est-à-dire que le gonflement ne met pas l'accent sur les mêmes aspects du monstre. Typiquement, le monstre gonflé, on voit surtout la tête. Peut-être qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le laser, c'est Klonoa qui tire Hyupo dans la bouche des monstres et il leur fait gonfler la tête en leur soufflant dans la tête. Alors vous voyez là, le rétrécissement de la corniche est progressif, donc on peut passer avec un monstre, mais pas dans l'autre sens. Là, ça va être pareil. Alors ces espèces de ballons sont parfaitement autonomes, et ils ne génèrent pas de dégâts quand on les touche, il nous repousse juste. J'adore le bruit que fait Klonoa quand il est repoussé par un de ces ballons. Là le jeu prévoit qu'on passe par la gauche, mais je vais passer par la droite. Enfin plutôt l'inverse. J'ai pas envie de m'embêter. Ah, espèce de lâche. J'adore le bruit que ça fait. Bon, plutôt que de m'amuser à faire ça, je devrais essayer de faire ça un peu sérieusement. C'est récupérer un monstre et aller sur la corniche. Alors là, on va avoir une séquence avec une fée où je me rate de temps en temps, mais ça tombe bien parce que, comme vous allez le voir... Ah, malheureusement, c'est pas tout à fait comme je m'en souvenais. Quand vous activez un checkpoint juste avant de gagner une vie, vous pouvez regagner la vie après être mort, puisque les cristaux repoussent. Ce qui ne repousse pas, ce sont les items en forme de vie. Enfin, les items en forme de pièces qui sont de vie. Voilà, ce que j'ai du mal parfois, c'est ça. Et aussi d'être assez rapide après. Mais là, j'ai réussi. Et donc, dans les niveaux non linéaires, comme le 5-1, on peut essayer de mettre au point une stratégie pour se débrouiller pour avoir à faire les séquences qu'on pourrait être amené à recommencer plusieurs fois. Juste derrière un checkpoint qui nous permet de gagner une vie juste après l'avoir activé. Je vais vous montrer, ce sera plus parlant avec des images. Alors le royaume de Cruche est une cruche. Avec des cruches à l'intérieur. Est-ce que vous voyez l'ombre ? Les cristaux ne font pas d'ombre. Si vous voyez une ombre, c'est que c'est un œuf. Alors moi je les vois parce que je sais qu'ils sont là aussi, mais... Voilà, exercice, essayez de trouver les ombres. Si vous arrivez à voir les ombres, alors vous êtes un joueur expert de Klonoa comme moi. C'est un jeu auquel j'ai beaucoup moins joué que Medieval. Medieval est vraiment mon jeu préféré de quand j'étais petit. Mais Klonoa est aussi un jeu auquel je joue beaucoup parce que on peut le finir en une matinée, une après-midi ou une soirée, comme vous allez le voir. Alors là, c'est une séquence où j'ai parfois du mal aussi à récupérer tous les cristaux, parce que on peut contrôler notre vitesse dans les rapides, c'est pas comme les wagonnets, mais c'est quand même pas forcément évident, notamment pendant les sauts.
Vous voyez, si on dose pas les choses correctement, on peut atterrir trop loin. Parce que c'est contre-intuitif si vous voulez. Quand il saute et qu'il plane, c'est comme s'il était toujours entraîné par le courant. Alors là, chose qu'il ne faut pas oublier. La stratégie consiste à le gonfler et à sauter dessus en faisant un double saut, mais avant. Il faut commencer par le tuer une première fois pour récupérer les cristaux, car tous les gros monstres contiennent des cristaux. À la question que vous vous posez sûrement maintenant, à savoir, est-ce que lorsqu'il réapparaît, il contient toujours des cristaux? La réponse est non. Il ne contient de cristaux que la première fois. Mais il contient toujours des cristaux la première fois, il n'y a pas d'exception. Voilà. Donc là vous voyez je ne peux pas passer, la corniche est trop abrupte. Le fait de pouvoir les faire reculer fait que je peux parfaitement passer sans attendre qu'ils soient passés derrière moi. Bon c'est fastidieux, hein. Je pense qu'on gagne au change en termes de temps. Le boss de ce niveau n'est pas évident, hein. Vous allez voir. Hein. Voilà. Alors vous voyez que mon compteur est à 0, parce que j'ai récupéré 150 cristaux. Et que je suis dans le deuxième niveau du couple de niveaux. Quand j'étais petit, j'ai mis un temps monstre avant de savoir qu'il fallait faire ça. Parce que je pensais que ça faisait partie du décor. Je voyais pas que c'était un interrupteur. Que la fin du monde ne nous empêche pas d'échanger des mondanités. Alors nous allons faire connaissance avec le roi. Ceci n'est absolument pas un écran de chargement. Je dis ça parce que c'est un bout de cinématique qu'on ne peut pas passer et qui est structuré de façon à pouvoir durer la durée que l'on veut en fonction du temps de chargement. Ouais. Bon, c'est Aquadolph et pas Aquadolph. Mais... désolé, c'est Aquadolph. C'est juste qu'ils n'avaient pas la place de mettre le L sans que le nom du gars sorte du cadre prévu pour les sous-titres. Dans un niveau dont le nom est en allemand. Aquadolph. Alors, ce boss n'est pas évident, parce que il faut tirer sur le gros poisson avec un ennemi, et le seul ennemi gonflable est le roi lui-même. Donc il faut soit l'attraper pendant que le poisson nous saute dessus, comme je vais essayer de le faire là, et j'ai réussi, soit attendre que le roi saute de lui-même sur l'une des plateformes. Ensuite, il faut le lui renvoyer. Moi, je préfère le faire pendant qu'elle saute, parce que j'ai moins de chances de me foirer à ce moment-là. Il est possible, me semble-t-il, de lui tirer dessus alors que le poisson est encore au milieu, mais ça demande plus de précision et avec cette nouvelle manette, j'ai pas envie de tenter le coup. On peut également essayer de tirer sur le poisson alors qu'il est à notre portée en sautant par-dessus de la plateforme. Moi je préfère faire comme ça. Mais quand j'étais petit, je savais pas qu'on pouvait lui tirer dessus en tirant vers l'arrière-plan. Donc je m'y prenais d'une façon qui me faisait rater 2 fois sur 3, on va dire. C'était pas optimal du tout. Là par exemple je vais essayer de lui tirer dessus comme ça. Ça marche très bien aussi, c'est juste que ça demande plus de précision. Encore un coup, et il est mort.
Et voilà. Et en plus, comme par un fait exprès, je suis bien à l'endroit où va se jouer la cinématique. Parce que je m'arrête ici ou pas, la cinématique aura lieu à cet endroit de la plateforme. Moi, ce que j'aime bien faire quand je suis pas là, c'est de me rendre ici, de façon à ce que ce soit bien propre et qu'il n'y ait pas de faux raccord entre le jeu et la cinématique. Apparemment, contrairement à Clonoa, Joka sait nager. Aquadolph. Alors ça va être le moment de vérité, parce que dans la version test que j'avais, le titre du niveau suivant comportait une erreur manifeste. C'était pas juste un changement de langue, il manque carrément des lettres. Donc on va voir si c'est aussi le cas dans la version définitive. Si oui, ça voudra dire que le testeur n'a pas fait son boulot. Ah bah ouais, le testeur a pas fait son boulot. Vous voyez, c'est A Renaissance de la for... Par contre, cette fois-ci, le nom de Forclock est bien en français. C'est plus Das Baumdorf, c'est le village arbre. Alors, est-ce que vous la voyez? Toujours pas? Elle est là. Vous voyez, ces ennemis, ils ont une armure. Quand on détruit l'armure, ils sont vulnérables. Et donc, ils nécessitent d'être tirés dessus une fois par un monstre pour devenir vulnérables. Parce qu'évidemment, si on essaye avec le laser, ça ne marche pas. Le sous-titre correspond pas tout à fait à l'humeur de l'onomatopée. C'est beau, il a la bouche ouverte. Ah, une pieuvre. Oui, ça ressemble pas du tout à une pieuvre, ça ressemble plus à un genre d'insecte. Il y a les mêmes en jaune plus tard dans le niveau, et ceux-là, je les appelais des insectes. J'étais pas très cohérent. Est-ce que vous avez vu l'ombre ? Ah bah il est même pas invisible en fait, c'est juste qu'il était trop haut pour qu'on le voit. Oula, j'ai frôlé la catastrophe. Vous voyez, il était parfaitement immobile avant que je saute dessus la première fois, mais depuis,
il a commencé à entrer dans un mouvement perpétuel. Et malheureusement, il me faut un... Alors bon, ceux-là, je les appelais les oiseaux. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi? C'est parce qu'ils ressemblent à des oiseaux en fait. Donc là on va voir l'une des pieuvres de couleur jaune, que j'appelais des insectes, qui en sont effectivement. Vous voyez, là je lui ai pas laissé la possibilité de faire son attaque, mais vous avez bien vu que c'était le même monstre, juste dans une couleur différente. Là vous voyez, il va le faire. Alors là, vous voyez, il y a une croix derrière, il faut tirer dessus. Quand j'ai un ennemi dont je ne sais pas quoi faire, j'aime bien l'envoyer soit à l'arrière-plan, soit à l'avant-plan pour ne pas risquer de détruire un ennemi dont je pourrais avoir besoin après. Pour qu'aucun ennemi ne se prenne une balle perdue. Et là, on va arriver au passage où il me semble que les développeurs ont été vraiment des bâtards. Quand j'étais petit, j'avais beaucoup de mal avec ce niveau parce que j'arrivais pas à avoir tous les prisonniers. Et la raison en est simple, c'est que je m'imaginais pas que certaines choses puissent être cachées dans les fleurs. En fait, je l'ai découvert par accident en tirant dessus. Par accident, justement, parce que je voulais pas me débarrasser d'ennemis en manquant de leur envoyer une balle perdue. Et que j'envoyais toujours tout, soit à l'avant-plan, soit à l'arrière-plan. À un moment donné, j'ai envoyé quelque chose par erreur dans une fleur. J'ai constaté que bah la fleur s'ouvrait. Et je pense que c'est tous ces jeux à secret comme ça qui sont conçus justement pour qu'on découvre certaines choses par accident. C'est dans la plus pure tradition des jeux de plateforme de cette époque-là, tant la combinaison de dextérité et d'énigmes que le côté choses à collectionner et donc secret à découvrir, soit accidentellement, soit par intelligence extrême. Mais qui aurait l'idée qu'il faut tirer sur les fleurs? Ça ressemble à n'importe quel autre truc du décor. Ah mais c'est pas moi qui suis débile. Est-ce que vous auriez eu l'idée de tirer sur les fleurs? Bon, c'est vrai qu'elles bougent. Mais il y a d'autres choses comme ça qui bougent dans le décor. Enfin, vous verrez ailleurs. Puis même dans Medieval, par exemple, auquel je jouais à la même époque, il y avait beaucoup d'éléments du décor qui étaient comme ça, des choses mouvantes qui fondamentalement ne servaient à rien à part à faire joli. Et ben, qui pourrait avoir l'idée que ces choses-là, il fallait leur tirer dessus? Et pourtant, pour Medieval, j'avais eu l'idée. J'ai essayé de tirer sur absolument tout quand j'arrivais pas à trouver le calice ou quand j'arrivais pas à compléter le nombre d'âmes nécessaires. Mais là, tirer sur les fleurs... Bon, j'ai fini par en avoir l'idée. Enfin, j'ai fini par le faire accidentellement. Et donc, j'ai fini par réussir. Mais tout de même... C'est tout l'intérêt de faire un walkthrough plutôt qu'un let's play. C'est que là, quelqu'un qui connaît le jeu et qui voit quelqu'un faire un let's play, quelqu'un qui n'a pas l'idée de tirer sur les fleurs, parce que qui aura l'idée de tirer sur les fleurs? Ça doit le frustrer un maximum. Alors là, on va arriver à un passage de wagonnet qui est pas forcément évident. Enfin, il est pas difficile, c'est juste que pour avoir tous les cristaux, c'est pas forcément évident.
Notamment parce qu'il y a une fée. On pourrait se dire que le fait que la plateforme bouge à une vitesse régulière fait que le problème des fées n'est pas si problématique que ça, mais en fait il l'est, c'est-à-dire que comme vous pourriez activer la fée depuis l'avant-plan en tirant vers l'arrière-plan, là vous voyez je fais exactement l'inverse, vous pourriez vous faire avoir, puis surtout vous pouvez vous faire ralentir par ces machins-là. Alors ça ralentit pas la plateforme, mais ça vous ralentit vous dans votre entreprise de récupérer les cristaux. Mais là j'ai réussi, donc il n'y a pas de raison de se plaindre. Ça je dirais pas que je rate celle-là. Vous ne pouvez pas tomber sur les côtés, vous êtes bloqué sur les côtés. Le jeu est clément de ce point de vue-là. Il faut attendre que la plateforme soit arrivée à destination pour pouvoir en sortir. Là, vous voyez, j'ai ressenti une résistance dans la manette parce que j'ai essayé d'y aller trop tôt. Justement parce qu'on ne peut pas tomber tant que le jeu n'a pas prévu qu'on sorte de la plateforme. En revanche, si on essaye d'aller à gauche une fois que la plateforme est arrivée à destination, vu qu'il y a un espace vide entre la plateforme et le mur, eh ben, on peut tomber et mourir, mais ce serait idiot de faire ça. C'est idiot de mourir. Alors, ici il y a une erreur à ne pas faire. C'est de détruire ce monstre. Il reste immobile devant l'interrupteur tant qu'on lui enlève pas son armure. Mais une fois qu'on lui a enlevé son armure, il commence à bouger. Et là, il faut résister à la tentation de le détruire pour avoir un champ de tir dégagé vers l'interrupteur. Puisque, comme tous les gros monstres, ce monstre contient des cristaux. Le dernier prisonnier. Vous voyez qu'on n'est pas très loin de la fin du niveau, hein. Mon compteur affiche 43, donc ça veut dire qu'il ne me manque que 7 cristaux. Maintenant plus que 5, maintenant plus du tout. Et que j'ai tous les prisonniers. Dans ces cas-là, on sait typiquement qu'on est au bout du tunnel. Cinématique. Il est pas contrariant. Le niveau suivant est un niveau un peu oppressant, vous allez voir pourquoi. Déjà à cause de la musique, et ensuite à cause des bombes. Ce qu'on peut aussi reconnaître à ce jeu, c'est que la difficulté croît réellement avec le temps. Elle est assez bien dosée, assez bien pensée. Si vous voulez faire jouer ça à vos enfants ou y jouer vous-même, c'est l'idéal. Vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose. Cette musique est l'hymne de la Renaissance dont parlait Balliou dans la cinématique du premier niveau. Vous savez, cette chanson que la diva Lefisa est censée chanter pour amener le renouveau, c'est-à-dire le printemps. Donc comme je vous l'ai dit, ici il y a des bombes, c'est-à-dire des ennemis qui fonctionnent un peu différemment. Déjà, ils finissent par exploser au bout d'un moment, même si on ne les gonfle pas. Quand on les gonfle, ils explosent plus rapidement. Ils n'explosent pas si on les lance contre un mur. En revanche, ils explosent après une certaine durée.
Par contre, ils explosent si on les lance contre un autre ennemi ou contre un œuf ou contre n'importe quoi. Enfin, contre n'importe quoi qui peut éclater. Alors, il faut surtout pas oublier dans ce niveau-là de faire un tour complet de la baraque avec la plateforme, puisqu'il y a un cristal juste avant le début. Donc, l'explosion provoquée par ces monstres bombes nous cause des dégâts, même si on se tient à une distance non nulle du monstre. C'est-à-dire que normalement, pour être affecté par un monstre de n'importe quel autre type, il faut le toucher quand il est encore vivant. Là, l'explosion causée par ces monstres-là génère des dégâts en soi. Vous allez voir, à un moment donné, je vais lancer un monstre contre un œuf ou contre un autre ennemi, et vous verrez que si je suis trop près, je vais me prendre des dégâts. Ce qu'il faudrait que je vous montre aussi, c'est que ces monstres explosent de toute façon au bout d'un moment, même si on les gonfle pas, là, par exemple. Bon. Là, si vous voyez. Voilà, vous voyez, j'ai pris des dégâts. Et celui-ci, il va finir par exploser, vous voyez. Comme vous pouvez le voir, les monstres qui ne sont pas déjà présents sur le terrain apparaissent depuis un espèce de vortex, une espèce de dimension parallèle. En fait, d'après les wikis spécialisés, il n'y a pas 5 régions comme on peut les voir sur la carte des niveaux à la fin des niveaux, mais 6, dont celle de Yadius, la dimension des cauchemars, qui n'est pas accessible et dont les monstres viendraient. Comme vous le savez, je ne peux pas vous dire si cette backstory est présente d'une façon ou d'une autre dans le manuel, puisque je n'avais pas le manuel, puisque j'avais une version de test. Vous voyez, il y avait une fée, j'ai préféré ne pas l'activer, parce que je peux bénéficier des effets de la fée avec ces cristaux-là. Mais pour ça, il aurait fallu que je puisse redescendre ici. Avec la fée activée. Et ça, il vaut mieux le faire. Donc ça, il vaut mieux le faire en ayant déjà ouvert la trappe. Ça nous fait gagner du temps. Bon, là, il me semble que l'ombre est invisible. Hein. Mais l'œuf est quand même là. Est-ce que j'ai le temps? Non, j'avais pas le temps. Vous voyez, ça explose, mais ça fait pas davantage de dégâts que n'importe quel monstre. C'est juste que ça en fait, même si on est à une distance non négligeable de l'impact. Pourquoi que le noir reste-t-il immobile à cet endroit? Vous voyez l'ombre? Quand j'étais petit, j'avais beaucoup de mal dans ce niveau à cause d'une énigme qui est dans pas très longtemps. Qui en fait n'est pas vraiment une énigme, hein. Vous verrez que c'est... Je sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais c'est pas une énigme en ce sens qu'il n'y a pas de solution à trouver. Il faut juste être suffisamment persévérant, et je ne l'étais pas quand j'étais petit. Ah, vous aviez vu l'ombre? Ceux-là, je les appelle les dragons, à cause de la tête qu'ils ont quand ils sont gonflés. Bon, ceux-là, je les appelle des bombes, mais je pense que c'est moins arbitraire que, disons, d'appeler les dragons des dragons. Alors c'est impossible sans hélicoptère et avec le saut normal, mais avec le triple saut que je vous ai montré tout à l'heure, c'est tout à fait possible. Alors par esprit de contradiction, je fais d'abord ça, avant de continuer la suite du niveau. Voilà.
voyez, là, je ne peux pas repasser avec un monstre. Ce qui est bizarre parce que ça me servirait à rien de repasser avec un monstre. Donc ça ne me sert à rien de... Pardon, donc ça ne sert à rien de m'en empêcher. Vous voyez, le jeu traite les ouvertures des portes comme une frontière. Puisque quand on tire un monstre à travers une porte, il y reste bloqué. Comme si c'était un mur. Alors voilà, c'est là que j'y arrivais pas. En fait, il faut activer les interrupteurs dans un certain ordre. En fait, l'ordre des notes. C'est pourtant pas difficile, il n'y a que 6 possibilités. 3 pour le premier, 2 pour le deuxième. Et donc, on n'a pas le choix pour le dernier. Et en plus, c'est dans l'ordre des notes. Mais donc, j'avais pas eu la persévérance de tester les 6 possibilités. Ou plutôt, je pensais l'avoir fait. Mais comme je savais pas qu'il y en avait 6 parce que je savais pas compter. Et que je le faisais pas de façon très méthodique. Eh bien, j'ai galéré à cet endroit. Bêtement. Donc là, vous voyez, j'ai réactivé le mécanisme de l'arbre. Ce qui va faire que je vais pouvoir monter à l'endroit où je me trouvais tout à l'heure, là où il y avait une plateforme qui ne bougeait pas. Maintenant, elle bouge, elle me permet d'aller à l'étage supérieur. Et maintenant, je passe par ici. Vous avez sans doute vu ce chemin tout à l'heure quand je suis passé devant. Et celui-ci aussi. Je l'ai pas pris parce que ça servait à rien. Maintenant, ça sert à quelque chose. Et donc, vous reconnaissez le mécanisme. Vous voyez, c'est assez transparent, il s'agit de... Je disais que seuls les œufs avaient des ombres. Non, les bulles en ont aussi. Mais les bulles ne sont jamais invisibles. Ah, au fait, ce que j'appelais les œufs, je les appelais les œufs, mais c'est peut-être pas des œufs au fond. Enfin, je pense que ce sont des œufs quand même. Enfin, des bulles avec une coquille, c'est les œufs. Ah, c'est marrant. Normalement, cette chose bouge. Ça doit être un bug graphique. Je veux dire la plateforme verte, le tapis roulant. Qui est du coup pas roulant, mais normalement c'est un tapis roulant. Alors là, il va y avoir une fée. Il va pas falloir que je me rate. Voilà. Alors, ce qui peut paraître curieux, c'est que quels que soient les monstres, quelle que soit leur taille et quel que soit leur arsenal, ils font toujours un dégât et un seul. Voilà, mon compteur est à 0 car je suis dans le deuxième niveau du couple de niveaux. Et j'ai eu les 150. En l'occurrence, il y en a 150 que l'on doit attraper. Et dans le niveau 1-2, il y en a plus de 150 que l'on peut attraper. Oh, je crois que j'ai été médisant sur Aquadolph en fait, parce que pour bonne maman, pour que ça sorte pas du cadre, ils ont juste réduit la police. Donc s'ils avaient vraiment eu l'intention d'appeler Aquadolph Aquadolph, ils l'auraient sans doute appelé Aquadolph et réduit la police pour que ça tienne dans le cadre. Ou alors c'est aussi une faute de frappe. Aquadolph. Gagbulm. Alors ça c'est un boss qui est pas évident. Alors comme vous pouvez vous en douter, donc on ne peut pas percer son armure. Il faut l'attaquer par en haut. D'ailleurs Jokel a dit. Il y a deux phases à ce boss, la phase lente et la phase rapide. Là c'est la phase lente. Le boss est encore jaune et on peut parfaitement l'avoir pendant son cycle de course. Quand il sera rouge, ce ne sera plus possible parce qu'il ira trop vite et il faudra se mettre à l'extrémité d'une plateforme et attendre qu'il s'arrête pour lui lancer quelque chose. Raté. Vous voyez, même là, c'est moi qui veux faire le cacou en essayant de faire ça comme ça parce que je pense que ce sera plus rapide. Mais... fondamentalement, le jeu prévoit ça pour qu'on le fasse avec sa stratégie, c'est-à-dire depuis le bord d'une plateforme. Il suffit de le toucher 4 fois, ensuite il lance des attaques. Là pour le coup, l'ordre des attaques n'est pas aléatoire, il est parfaitement déterministe. C'est-à-dire qu'on le touche 2 fois, ensuite il lance une boule rouge, et ensuite il fait ça.
Il faut se servir de son ombre pour trouver l'endroit adéquat pour qu'il s'écrase juste à côté d'une plateforme à ressort. Là, il devient rouge. Et malheureusement, j'ai pas de monstre à porter. Vous voyez, il est trop rapide là pour que je fasse comme j'ai fait tout à l'heure. Il faut que je me mette au bord d'une plateforme. Ce qui est chiant, c'est que les monstres ne sont pas disponibles tout le temps. Et quand ils ne le sont pas, en fait, c'est un peu embêtant. Parce qu'ils sont lancés sur les plateformes, et quand ils arrivent au bout de la plateforme, ils sautent dans le vide. Ce qui fait que vous en preniez ou non, les monstres s'entendent, ils finissent par disparaître de la plateforme. Donc ça sert à rien d'attendre qu'ils s'accumulent sur les plateformes pour en avoir. Ils finissent par sauter là, comme là il va le faire. Nonobstant, c'est bon. C'est dommage, à la base ça paraissait une bonne idée de pas l'avoir sur lui. Les personnages de fiction ont souvent tendance à aller chez le méchant avec l'artefact que le méchant recherche, ce qui est idiot. Là en l'occurrence il a eu le bon réflexe et c'est ça qui va lui jouer des tours. En termes de numérotation de niveau, nous sommes à la moitié. En pratique, le reste sera plus long parce que les niveaux eux-mêmes seront plus longs. Et parce qu'il y a un boss final et des niveaux bonus. Et un niveau bonus en fait.